C'est à New York, sur l'île de Manhattan, que naît cette innovation incroyable, la ville moderne verticale. Un emblème symbolise la ville américaine moderne aux yeux du monde entier, mais New York est sur le point de le perdre. En 1885, un magnifique cadeau, offert par une république à une autre république, est éparpillé en 214 caisses à travers l'île de Bedloe, dans le port de New York. Elles contiennent l'une des plus grandes statues du monde occidental. Elle a été donnée par la nation française pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Construite à Paris, la statue a été démontée en 350 pièces pour effectuer le voyage vers l'Amérique. Et c'est bien là le problème. Le coût de l'assemblage est astronomique. Et New York n'a pas l'argent nécessaire. 6 autres villes américaines se disputent le privilège de l'accueillir. New York est à 2 doigts de perdre la Statue de la Liberté. Une seule personne peut éviter ça. Joseph Pulitzer, un immigré hongrois, est un grand magnat de la presse. Il est connu pour son extrême ténacité. C'est le propriétaire du journal le plus important des États-Unis, le New York World. Et il est décidé à garder coûte que coûte ce monument dans sa ville. Grâce à ses journaux, Pulitzer lance la plus grande campagne de dons encore jamais vue en Amérique du Nord. Ce serait une honte sans borne pour la ville de New York et la République des États-Unis de ne pas être capable de trouver ne serait-ce qu'un lieu pour installer ce cadeau magnifique fait par la France. Il faut qu'on lève des fonds. Chaque jour, plus d'1 million de personnes lisent son journal. Je vous prie de trouver ci-joint ma contribution de 25 cents. Voici $1, toute notre épargne que nous avons choisi de vous donner. Nous avons décidé de vous envoyer notre première cagnotte. Vous trouverez ci-joint $4. Voici l'argent que nous avions économisé pour aller au cirque. Les dons arrivent de toute l'Amérique, aussi bien de la part de gens modestes que de personnes fortunées. Quelques cents, 5 ou 10, voire des milliers de dollars. Au total, le journal recueille quelques 121 000 dons. Un chiffre qui dépasse toutes les attentes. Plus qu'il n'en faut pour que New York puisse garder cette statue emblématique. Ce n'est pas juste une simple statue. Les symboles ont un impact et un sens très fort. Ils sont beaucoup plus utiles que des piles et des piles de textes de loi. C'est maintenant que le plus gros du travail commence. Et il faut faire tenir debout une statue de 46 mètres de haut. Son socle, immense, est en béton. Pour le terminer, 200 hommes vont travailler pendant tout un hiver rigoureux. Avant que les ciments prennent, les ouvriers lancent chacun $1 dans les fondations pour conjurer le mauvais sort. L'étape suivante est la pose de l'énorme armature en fer de la statue. Elle a été conçue par Gustave Eiffel, le père de la tour du même nom. La structure fait 46 mètres de haut et avec son socle, elle pèse 225 tonnes. Et maintenant, l'habillage. Tous les éléments sont en cuivre sculpté à la main.
La sandale est 32 fois plus grande qu'un pied humain. La forme inédite de cette statue rend tout échafaudage impossible. Le travail s'avère aussi délicat que périlleux. Ces hommes doivent fixer 300 pièces de tôle en cuivre à l'aide de plus de 300 000 rivets. Sa robe représente 3360 mètres carrés de cuivre. Son bras tendu est long de 12,80 mètres. Un ongle pèse 1,6 kg. Après 6 mois de construction dangereuse mais sans aucun accident mortel, le visage haut de 5 mètres est enfin fixé. Le sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi aurait, paraît-il, pris le visage de sa mère pour modèle. Au bout de 25 ans, la Statue de la Liberté, complètement oxydée, est devenue verte. Elle servira de phare jusqu'en 1902. Son nom officiel est la Liberté éclairant le monde. Elle a incarné tout d'abord l'alliance et l'amitié entre la France et les 13 colonies de la Révolution américaine. Mais elle représente bien davantage. Située à l'entrée du port de New York, la Statue de la Liberté est un symbole fort pour le monde entier et un signe de bienvenue pour des millions de gens. Inscrit sur le socle quelques années plus tard, le poème de l'américaine Emma Lazarus célèbre le pays comme une terre d'accueil pour les réfugiés du monde entier. Donnez-moi vos pauvres, vos exténués qui en rang serré aspirent à vivre libres. Le rebut de vos rivages surpeuplés. Envoyez-les-moi, les déshérités que la tempête m'apporte. De ma lumière, j'éclaire la porte d'or. Durant les 2 décennies suivantes, plus de 12 millions d'immigrés passeront devant la Statue de la Liberté en arrivant à Ellis Island, l'entrée principale pour la majorité des nouveaux Américains. Imaginez un peu tout ce que cela représente pour quelqu'un de quitter l'est de la Pologne, la Lituanie ou un petit village de montagne du nord de l'Italie, de faire tout ce chemin et d'arriver sans rien, dans cet endroit complètement inconnu. Aujourd'hui, plus de 100 millions d'Américains peuvent retrouver leurs aïeux parmi tous ces gens qui arrivèrent ainsi à Ellis Island. Notre histoire est toute jeune. Elle n'a même pas 3 siècles. Et il y a 150 ans, 95% des gens n'étaient pas là. Nous n'avons pas de racines profondes. Tout le monde vient d'ailleurs. C'est pour cette raison que l'Amérique représente pour moi le meilleur de l'essence humaine. Un manuel est donné à chaque nouvel arrivant pour le préparer à sa nouvelle vie. Oubliez toutes vos habitudes et vos idéaux. Choisissez-vous un objectif et poursuivez-le de toutes vos forces. Vous allez connaître des moments difficiles, mais tôt ou tard, vous allez atteindre votre but. Ne perdez pas une seconde.
foncez. Et depuis Ellis Island, les immigrants se dispersent à travers tout le continent. Les Irlandais, les Russes et les Italiens s'installent généralement dans les grandes villes. Les Allemands partent vers le Middle West et les Scandinaves vers les campagnes. À l'aube du XXe siècle, on dit qu'il y a plus d'Italiens à New York qu'à Rome. De 1880 à 1930, près de 24 millions de nouveaux immigrants arrivent en Amérique. Une nouvelle ère dans l'histoire des États-Unis commence.